Sans plus attendre, je vais introduire donc les deux invités, donc les deux experts qui vont nous aider à décrypter ce sujet éminemment important. Je vais laisser dans un premier temps la parole à Gildas. Oui, merci, Dr Isaac. Je suis Gildas Romano. Je travaille à l'Université de Copenhague comme ce qu'on va appeler dans notre système au pays comme assistant. Mais ici, on parle de postdoc. Donc, je suis spécialisé dans la génomique microbienne. Très bien. Merci beaucoup, Gildas, pour la présentation. Je vais maintenant laisser la parole à notre second invité, notre second expert. Mukendi, vous êtes là. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis là. Merci, docteur, pour la parole. Comme vous l'avez introduit, je suis Jean-Pierre Mukendi. Je suis de la République démocratique du Congo, la RDC. J'ai fait l'immunologie et j'ai focalisé ça sur les infections aux helminths, particulièrement. Alors, donc, ce qui nous réunit, c'est les vaccins contre la COVID-19. Nous savons très bien que depuis un peu plus d'1 an, il y a une pandémie qui a bouleversé le monde, l'humanité, avec beaucoup de défis. Et nous avons eu des vaccins qui s'annoncent, qui sont même déjà en train d'être administrés. Donc, il y a beaucoup de questions autour de ces vaccins. Et nous avons voulu ce débat pour, comme l'a dit Dr Boris, eh bien, avoir aussi l'idée ou l'avis des experts africains sur la thématique. D'accord. Jean-Pierre, tu as la parole. Le vaccin, c'est un moyen de prévention contre des infections. Alors, c'est un moyen qui a été conçu de façon à imiter l'organisme, parce que le corps humain se défend contre tous les pathogènes, les microbes qui nous envahissent. Alors, le vaccin est venu en appui à l'organisme. Donc, c'est un moyen qui permet de prévenir les infections. Aujourd'hui, combien de vaccins validés contre la COVID nous avons à ce jour? Jusque-là, il y a 3 vaccins principalement qui sont validés. Mais il y a plein de vaccins qui sont encore en phase d'essai, tout ça. Et il y a certains vaccins, même des Russes, qu'on appelle Sputnik, qui a montré son efficacité. Et je crois que c'est validé au Japon, plutôt en Russie et dans certains d'autres pays qui se sont intéressés à ce virus-là. Mais les vaccins qui sont beaucoup plus homologués pour une utilisation d'urgence, il y en a les 3 là dont je parlais. Celui d'AstraZeneca, celui de Moderna et celui de Pfizer. Oui. Très bien. Gildas, dis-moi, qui dit qu'un vaccin est validé? Qui valide le vaccin? Qui dit, bon voilà, ce vaccin, il est bon, on peut l'utiliser. On peut utiliser. Non, ça, c'est les agences AstraZeneca, on ne peut pas utiliser. C'est les agences de régulation, notamment ce que les gens appellent les FDA. Les agences qui régulent tout ce qui est médicaments et aliments, bon, généralement, dans un pays. Donc, chaque pays, normalement, devrait faire la validation d'un vaccin quand ça vient sur votre territoire. Donc, même si ce n'est pas vous qui produisez le vaccin et que c'est validé ailleurs, quand ça vient, vous devez aussi faire la validation. Mais le problème, c'est que ça demande aussi des ressources parce que vous devez remettre le vaccin maintenant encore dans ce processus-là bon, pas tout forcément phase 1, phase 2, phase 3, mais quand même, vous devez toujours le tester, faire des essais cliniques à votre niveau et pour que vos institutions à vous valident ces vaccins-là. Généralement, c'est parce que nous constatons parfois, nous avons confiance aux institutions d'ailleurs et donc quand le vaccin est validé ailleurs, ça revient. Donc, mais dans chaque pays, il y a une institution qui fait ça, c'est le FDA. Est-ce que nous avons raison est-ce qu'on a raison de faire confiance aux autres et de ne pas... Mais si vous n'avez pas les moyens pour vérifier, ce n'est pas la peine de se victimiser. Vous êtes obligé de faire confiance aux autres. Parce que je suppose, je prends le cas du Bénin ou bien même de Kinshasa, du Congo. Si on achète un vaccin, est-ce que nous avons déjà cette mentalité-là de nous donner comme volontaires pour les essais cliniques? Les Africains ont toujours cette réticence-là d'aller vers les essais cliniques et tout. Donc, du coup, nos institutions de régulation seront obligées d'homologuer ce qui vient d'ailleurs directement, quoi. Pas le biais des papiers. Il faut juste regarder, check, et puis c'est parti. Mais le faire eux-mêmes, il faut aussi les moyens. Très bien.
Donc, est-ce que, selon toi, Gilles, on a les ressources humaines? Est-ce que si, moins, les ressources humaines, on les a? Nous avons les ressources humaines. Les ressources humaines, je crois que nous les avons. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est quoi? Le vaccin, la production du vaccin, ce n'est pas le rôle des universités. Il faut faire cette nuance. Les universités et les académiciens vont faire la découverte. Eux, ils vont pouvoir vous dire que si on fait par ceci, ça va marcher. Maintenant, l'université vend maintenant le brevet à une compagnie et c'est la compagnie qui s'occupe de ça. Maintenant, dans nos pays africains, la plupart des compagnies biomédicales que nous avons, c'est des compagnies de services. Ils sont beaucoup plus dans l'import et la revente, la distribution en tout cas des produits biomédicaux. Nous n'avons pas de compagnie. Alors, si je suppose le labo de telle personne développe un vaccin et dit tel vaccin peut marcher, il faudra forcément que quelqu'un investisse de l'argent là-dedans parce que c'est vraiment commercial. Disons, c'est 30% de science, 70% de business. Donc, si nous n'avons pas ce côté-là, ça n'ira pas. Parce que c'est la rapidité avec laquelle ils peuvent avoir le vaccin, le mettre sur le marché. Mais quand il s'agit de l'innocuité, en tout cas, on n'a pas trop de recul. On n'est pas encore sûr. C'est un matériel génétique qu'on est en train d'insérer dans l'organisme de quelqu'un. Certes, on a expliqué les mécanismes où notre corps pourra dégrader ça, rien ne reste. Mais si je dois me rappeler, il y a une étude qui a essayé un peu d'expliquer pourquoi il y a certaines personnes, quand on recherche le virus, on ne le retrouve pas, mais quand on fait la PCR, on le retrouve positif. Alors, ils étaient un peu curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on a trouvé qu'il y a possibilité que le matériel génétique du virus puisse intégrer le génome de l'humain. Et quand on amplifie ce génome-là, ça donne positif, alors qu'en réalité, c'est juste un matériel génétique du virus qui a intégré. Alors ça, les fabricants de vaccins ne nous ont pas encore dit. On n'est pas sûr que ça peut se reproduire, mais c'est une éventualité. Alors, le vaccin à ARN, à l'heure actuelle, on n'a pas trop de recul pour être sûr. Les résultats qu'on nous donne, ce sont des résultats de 3 mois, 4 mois, où on se focalise beaucoup plus sur la réponse immunitaire, l'efficacité, la durée des anticorps, la durée des cellules mémoire, comme Gildas l'a dit, les cellules mémoire immunitaires, mais on ne nous montre pas les effets à long terme. Alors, ce qui fait aussi craindre, c'est que les fabricants de vaccins déclinent la responsabilité au cas où il y a les effets secondaires très sévères. Et ça, il laisse à la responsabilité des gouvernements qui commandent ces vaccins-là. Alors, pourquoi vous fabriquez quelque chose et vous en doutez, vous refusez la responsabilité? Pour se protéger. Donc, il y a quelque chose, il y a plus du business dedans. Non, pardon Jean-Pierre, pour ne pas aussi faire peur aux gens qui devraient prendre le vaccin. Si les films là, ont décliné leur responsabilité, c'est parce qu'ils n'ont pas, normalement, comme tu as expliqué, ils ne sont pas à bout du processus. Mais étant en pleine pandémie, les autorités politiques veulent quand même que le vaccin soit utilisé. Donc, eux, ils vont dire, OK, nous n'avons pas fini les études au niveau des effets secondaires, donc nous lavons nos mains. mais il faut comprendre aussi, ils lavent les mains. S'ils n'avaient pas fini ça, ils ne devaient pas faire la demande de l'utilisation. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui décide directement, OK, nous, on veut ce vaccin-là. C'est eux qui introduisent la demande aux organes de régulation. OK, nous pensons qu'à ce stade, notre vaccin est valable. Effectivement, tu as raison, on ne peut pas faire peur aux gens. Le vaccin est très important. Mais moi, à mon avis, je préférerais les vaccins à adénovirus. Comme tu l'as dit, surtout pour nous en Afrique, là, ce sont des vaccins qu'on connaît déjà. Le vaccin Ebola, c'est un vaccin à base donc, pour moi, ce sont les vaccins là produits avec les anciennes méthodes que je préférerais que le vaccin à ARN. Et même sur le plan logistique, je pense que... Oui, au plan logistique. À moins 80, pour notre continent, oui. Très bien. Jean-Pierre, alors, on a parlé du vaccin. Tous les pays à l'étranger, en tout cas en Europe, aux États-Unis, courent pour avoir les vaccins. Israël a même précommandé, a même payé plus cher les vaccins pour vacciner. Je crois que c'est le modèle, hein, c'est le top aujourd'hui en matière de vaccination. Mais on est où? Comment est-ce qu'on peut avoir ces vaccins? Est-ce qu'on a les moyens?
comment est-ce qu'on fait? Je crois qu'il y a l'initiative COVAX, l'OMS. Est-ce que nos États peuvent aller un peu plus vite en dehors de cette initiative-là, ou bien il faut vraiment compter sur, comme d'habitude, l'aide internationale? Moi, je pense que ce n'est pas un cas particulier de ce vaccin. Voyons tous les vaccins que nous recevons. Nous les recevons de la même façon. Nos gouvernements ne déboursent pas trop. Dans la logique des choses, il y a certains vaccins qu'on devait recevoir en partie. Par exemple, CEPI donne une partie, vous donne le don, et le gouvernement doit ajouter. Mais souvent, nos autorités ne donnent pas trop. Mais à l'heure actuelle, je pense que ce sont les autorités qui expriment la demande. Et je ne connais pas trop comment COVAX fonctionne, mais je pense que ça facilite un peu la distribution équitable des vaccins. Et je pense que c'est par demande des autorités du pays que le vaccin peut être obtenu. Pas par des individus, oui, mais par demande. Je pense que... Est-ce que si, par exemple, est-ce que nous avons les moyens, par exemple, de prendre, je vais dire, le principe actif de ces vaccins et de les produire localement, c'est-à-dire comme par exemple le paracétamol, on prend le bailleur du continent. Le Sénégal a bénéficié, du vaccin chinois Sinopharm. Le Ghana a reçu une cargaison de AstraZeneca. Alors, pourquoi certains pays Sinopharm, d'autres... Alors, c'est quoi qu'est-ce qui guide le choix? Je ne sais pas, mais je crois qu'il y aura un problème de disponibilité. Ça, c'est un problème, un sérieux problème, un problème réel, de disponibilité. Donc, si vous voulez... Mais vous allez constater, comme j'ai dit, aucun de ces pays africains n'aura réellement le Pfizer ou le Moderna pour des raisons de logistique. Donc, le Sinopharm, comme j'avais dit, c'est un vaccin vivant atténué. L'autre, AstraZeneca, c'est adénovirus. Et ce sera pareil pour les autres pays. Tous ceux qui vont recevoir les vaccins dans les pays africains, ce sera l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas une grande quantité d'un seul vaccin. Ce sera impossible. Même dans les pays, par exemple au Danemark, nous sommes à peine 6 millions dedans, mais c'est impossible vraiment d'assurer avec une seule ligne. Il y aura Pfizer, il y aura Moderna, il y aura AstraZeneca à un moment donné. Donc je ne pense pas qu'il y ait de problème là. C'est un problème surtout de disponibilité. Et en Afrique, il sera couplé avec la logistique. Mais je pense aussi du choix des autorités du pays. Je pense qu'ils ont leurs conseillers qui peuvent leur dire, OK, pour nous pensons que optons pour tel vaccin. Je pense que c'est aussi ça la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité, est-ce que le AstraZeneca n'est pas un peu plus que le vaccin chinois? Parce que les données du vaccin chinois, je ne sais pas si Jean peut-être a des infos dessus. En termes d'efficacité, est-ce qu'on ne prend pas peut-être le plus efficace? Ça, c'est une question. Je me rappelle que le vaccin, là, les Chinois, ça a été testé au Brésil, je pense, si je ne me trompe pas. Oui. Effectivement, comme vous dites, AstraZeneca et Pfizer, ainsi de suite, semblent être beaucoup plus efficaces en termes du niveau de protection que ça donne. On parle autour de 90, 80, ainsi de suite. Mais les Chinois, je crois que c'est un peu en dessous. Mais comme on a dit, ça dépendra peut-être aussi de la disponibilité, comme Gildas l'a dit, mais aussi du choix du pays qui peut se dire, OK, malgré ce niveau faible de protection, nous le préférons par rapport à d'autres vaccins pour certaines raisons qu'eux-mêmes peuvent connaître. Et je pense que le niveau d'efficacité, la décision dans le choix, ça dépend de ceux qui commandent le vaccin. Je crois, Isaac, l'autre vaccin qui certainement aussi viendra beaucoup en avis, c'est Johnson & Johnson, qui sera bientôt là parce que c'est à une seule injection. Ce ne sera pas à 2 doses comme les autres. Et puis, c'est aussi à adénovirus. Ça peut être conservé à 2 degrés. Donc, je suis sûr que d'autres pays africains auront ça après l'été. Effectivement. En plus que Johnson & Johnson finance beaucoup, je pense, en termes de recherche. En tout cas, les pays africains sur beaucoup de projets. C'est eux qui ont fait le vaccin d'Ebola de toute façon. Donc. Voilà. Oui. Donc, merci à vous. Une dernière question avant de passer la parole aux autres participants qui, dans le chat, on voit les présentations qui sont aussi des personnes très averties.
Alors, on sent que quand on lit les réseaux sociaux, on lit les médias, on sent une certaine réticence d'une partie de la population par rapport au vaccin Covid-19. C'est vrai qu'on n'a pas des sondages sûrs, mais bon, c'est l'impression qu'on a. Est-ce que la population a raison de s'inquiéter aujourd'hui, Jean-Pierre? Merci. Je pense que tout est parti d'un débat qu'on a suivi au début de l'histoire des vaccins, de certains médecins qui se disaient, bon, on doit d'abord essayer ça en Afrique, et ben, si ça répond là-bas, et puis on le prend. Et tout ça, c'est ce qui a réactivé la théorie complotiste qui a toujours existé en Afrique, où on pense qu'on veut éliminer, réduire la population africaine, tout ça. Alors, je pense que une inquiétude correcte serait du fait que nous n'avons pas de possibilité de pouvoir d'abord évaluer ces vaccins-là nous-mêmes pour nous rassurer de ce qu'ils contiennent. C'est ça qui devait être notre inquiétude. Et notre inquiétude devrait être plutôt adressée à nos autorités plutôt qu'aux Blancs qui, en quelque sorte, nous ont beaucoup aidés avec les vaccins que nous avons reçus depuis des années. Donc, nous comprenons cette inquiétude-là, mais ça devient aussi trop exagéré sur notre continent africain, parce que si nous suivons même dans les médias, même en Europe, il y a certains Blancs qui ne croient pas trop en ces vaccins-là, vu les résultats qu'on a vus par rapport à la durée de la protection, ainsi de suite. Mais maintenant, en Afrique, ajouter à la croyance, à la théorie complotiste, donc ça augmente un peu cette peur-là. Mais je crois que ça se comprend, mais nous avons le devoir de pouvoir conscientiser ces gens-là pour qu'ils comprennent que cette inquiétude-là, des fois, est trop exagérée. Très bien. Gildas, quelques mots sur le sujet. Et j'aime bien quand ça entre un peu dans la politique. Et il faut dire la vérité, quand il faut le dire, les Africains, nous sommes parfois un peu trop réservés, ce qui est tout à fait normal. Et je comprends tout le monde. Et c'est pourquoi je dis, si c'est le moment d'aller prendre le vaccin, vous pouvez toujours pousser ça un peu en avant, le temps de vous rassurer. C'est mieux que vous soyez rassuré avant de le prendre. Sinon, vous allez prendre le vaccin, vous aurez d'autres effets secondaires qui sont d'origine psychologique et vous allez croire que c'est le vaccin. Et comme Jean-Pierre l'a dit, on ne peut pas condamner ces vaccins-là sans les tester nous-mêmes. Et il y avait des théories, on disait qu'il y avait un vaccin au Kenya où l'adjuvant du vaccin était un stérilisant pour anéantir la population et tout ça. Mais en réalité, est-ce que KEMRI, l'institution en charge au Kenya de tester les vaccins, est-ce qu'ils l'ont testé? Non. Donc nos dirigeants doivent savoir que, à défaut de financer la production des vaccins, ils doivent au moins financer le test des vaccins. Quand les vaccins viennent, ils sont obligés tout au moins de financer que nous fassions les tests aussi de ces vaccins-là avant de les mettre sur le marché. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous sommes obligés alors de prendre ce qui vient. Soit vous prenez ou bien vous restez, parce que presque tous ceux qui sont ici et qui ont déjà voyagé une fois, vous avez la carte jaune. Et cette carte-là, avant de l'avoir, vous prenez le vaccin de méningite, la fièvre jaune et tout ça. Mais vous n'avez jamais parlé et c'est ça que vous prenez avant même de voyager. Donc, si dans 2 ans, le monde dit, OK, avant de prendre l'avion, il vous faudra le vaccin du coronavirus, vous serez obligé de le prendre. Donc, la responsabilité revient à nos dirigeants dans chaque pays africain de financer tout au moins les tests de régulation de l'efficacité et de l'innocuité des vaccins. Sinon, le reste, c'est du bavardage. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, merci pour la contribution. Je vais laisser la parole à Gildas et à... Oui. Pour rapidement conclure sur le sujet. Je vais laisser Jean-Pierre conclure parce que c'est mon doyen, donc je parle d'abord. Très bien. Oui, c'est la règle africaine. Ah, oui. Pour conclure maintenant, de manière générale, je dirais vraiment merci de m'avoir associé à ceci. Je ne suis pas vaccinologue, je suis beaucoup plus dans la génomique. Si c'était pour discuter des variants de la COVID et de tout ce que ça cause, je suis beaucoup plus là. Mais bien sûr, étant du domaine médical, de manière générale, nous pouvons tous parler du vaccin et tout. Et l'objectif ici, ce n'est pas de forcer quelqu'un à prendre le vaccin, mais c'est de vous sensibiliser à ce que vous sachiez, comme l'avait dit Jean-Pierre, que quand vous êtes à risque, quand vous êtes vraiment une personne à risque, ou bien que vous travaillez avec des gens qui sont à risque, ou bien que vous, d'une manière ou d'une autre, vous savez qu'il y a un risque,
et que le vaccin vient, il faut prendre à votre âme et conscience, selon vous-même vos décisions. Il faut balancer le risque et le bénéfice. Et si vous décidez de prendre, c'est vous-même. Mais personne ne va forcer personne à le prendre dans nos pays africains. Ça, je suis très sûr. C'est seulement quand vous allez devoir voyager vers les autres pays. Par exemple, si je suis le président ou bien le premier ministre des Royaumes-Unis et vous venir dans mon pays, je dis tous ceux qui entrent dans mon pays à partir de telle date devront être vaccinés. Vous êtes obligé de le faire, sinon vous ne rentrez pas dans mon pays. Là, j'ai le droit de le faire. Mais si vous êtes dans vos pays, vous n'êtes pas obligé. Voilà.